L'enregistrement. Bien, donc merci aux animateurs Fabrice Ripoll et puis Amandine Chapuis et merci surtout à Félicie Roux d'avoir accepté de participer à ce 27e déjeuner jeunes chercheurs, jeunes chercheuses du LABEX Futur Urbain. Donc des déjeuners qu'on organise une fois par mois hein, depuis 2020 et qui permettent en fait aux groupes transversaux de donner la parole à ce qu'on appelle des jeunes chercheurs ou jeunes chercheuses, donc souvent des doctorants en fin de doctorat ou des jeunes post-doctorantes, comme c'est le cas aujourd'hui avec Félicie. Donc c'est un déjeuner qui avait été une première fois programmé en avril 2023, qui avait dû être reprogrammé. Et le groupe Jedi, hein, dont c'est aujourd'hui le retour évidemment, est un groupe habitué des déjeuners jeunes chercheurs, puisqu'on avait déjà eu en avril 2021 Lucille Biarrotte venue nous présenter une thématique de recherche sur le genre dans l'urbanisme, et puis Emma Pelletier en mars 2022 sur une approche ethno-féministe des mobilités des femmes roms. Ces déjeuners sont parfaitement réécoutables en fait sur le site du LABEX Futur Urbain. Donc, ce groupe JEDI, hein, Justice, Espace, Discrimination, Inégalité, c'est un groupe qui regroupe des sociologues et des géographes dans une perspective plutôt de géographie sociale, voire de géographie radicale. Et c'est peut-être l'occasion de signaler un livre qui est récemment paru dans la collection L'œil d'or du LABEX Futur Urbain, un livre qui s'appelle Inégalité et rapports de pouvoir en ville, co-édité par notre collègue Anne Clerval, Camille Gardès et Jean Rivière. Donc il y a une tradition de recherche dans ce groupe, hein, qui est un groupe commun à l'UPEC et à l'Université Gustave Eiffel sur les mobilisations, les inégalités, à travers notamment le prisme de ce qu'on appelle le tournant spatial. Je le dis à destination notamment des étudiantes et des étudiants de master qui suivent ce déjeuner. Alors par contre, le sujet de l'école, dont on sait qu'il est fondateur hein, pour la politique de la ville, hein, je rappelle que les zones d'éducation prioritaire ont été créées en 1980, elles sont contemporaines de la mise en place du rapport Dubedou sur la ville et de la mise en place du dispositif de développement social des quartiers en 1983-84, n'ont pas encore été présentées par le groupe JETAI, et c'est donc très bien qu'Amandine Chapuis, qui travaille là-dessus, par le biais notamment de son travail à l'INSPE, puisse être discutante de la thèse de Félicie Roux, qui porte évidemment sur ce sujet. Thèse soutenue en 2022, et je passe tout de suite la parole sans transition à son co-directeur, Fabrice Ripoll, qui a accepté de présenter pour JEDI Félicie Roux. Oui, bonjour, merci beaucoup Loïc pour l'invitation et pour ce petit temps de discussion. Alors je voudrais rappeler donc que Félicie, elle est arrivée dans l'horizon de l'université Paris-Est en master, hein. Elle était étudiante dans le master Est, donc un master de géographie sociale qui est cohabilité entre l'UPEC et l'université de Marne-la-Vallée. Et elle a commencé à travailler d'abord sur de l'action publique culturelle et ensuite en M2, elle est partie sur les mobilisations des bonnets d'âne en Seine-Saint-Denis, hein, avec une direction à la fois avec Serge Weber et moi-même. C'était déjà un excellent mémoire et c'est donc sans hésitation aucune qu'on a soutenu un projet de thèse qui visait à élargir cet objet sur différents autres collectifs de parents d'élèves en Seine-Saint-Denis, avec une codirection qui s'est elle-même élargie à Clermont-Coq. L'objectif était de mener une enquête de terrain de longue durée, hein, par observation participante, non, pas participante, observation directe, et beaucoup d'entretiens aussi de longue durée, un travail sur documents, etc., pour essayer de rendre compte de ces collectifs. Alors, je précise que la thèse a eu un financement du LABEX, Futur Urbain, qui avait été confié au groupe de travail JEDI, avec justement un fléchage qui était sur les mobilisations contre les inégalités et les discriminations, ce qui était effectivement le cas du projet de Félicie. Elle a donc mené cette thèse avec une inscription dans le groupe JEDI, bien évidemment, mais aussi au niveau laboratoire dans le Lab Urba, notamment un axe qui portait plus spécifiquement sur la question des inégalités et que je co-anime avec Camille Gardès, dont on a parlé tout à l'heure.
Et on a aussi eu l'occasion de monter un groupe sur la question des mobilisations, donc, qui s'est réuni de façon informelle et qui rassemblait un certain nombre de doctorants ou de chercheurs qui se penchaient de plus en plus sur différents types de mobilisation collective. Alors, je pense que Félicie parlera plus spécifiquement, plus précisément de sa thèse tout à l'heure, mais je rappelle juste les grandes questions qu'elle a finalement abordées dans ce gros document qu'elle a soutenu. Elle a travaillé sur des trajectoires des parents mobilisés avec une typologie à la clé pour voir qu'on ne se mobilise pas de la même manière avec les mêmes parcours derrière. Sur les conditions locales de construction des collectifs, hein, au plus près de la façon dont les gens se sont rencontrés et euh, sont entrés en relation pour construire ces collectifs. Elle a travaillé aussi sur les revendications et notamment cette idée de lutter contre les discriminations territoriales dont serait victime le 93, notamment, mais pas seulement en matière scolaire. Puis sur les lieux et les échelles des mobilisations collectives, hein, ce qu'on appelle en sciences politiques le répertoire d'action dans sa dimension spatiale. Et enfin, sur certains effets de ces mobilisations, notamment sur les trajectoires collectives et individuelles, ce qui est une façon d'ailleurs un peu de boucler la boucle. Ce type de questionnement relève, on le voit bien, de la géographie sociale, mais aussi pleinement de la sociologie, de la science politique, avec une orientation que j'ai appelée socio-géographique. Euh, bon, c'est un label qu'en vaut un autre pour essayer de dire qu'il faut pousser au plus loin la démarche transdisciplinaire, hein. Donc, on retrouve cette démarche dans la thèse de Félicie, à la fois à travers les concepts, les méthodes, les références bibliographiques qu'elle a travaillées, mais aussi très concrètement dans les relations qu'elle a su tisser avec des collègues de sociologie et de sciences politiques, que ce soit dans des colloques, des congrès ou à travers maintenant des publications, hein. Et on l'a retrouvé de façon assez logique au moment de sa soutenance, avec un jury qui était très largement pluridisciplinaire. Et je dois souligner que cette thèse a vraiment eu une pleine reconnaissance, hein, par à la fois des gens de section 23, 24, 04, 19. Donc c'est pour dire que quand on va pleinement vers des questionnements, des discussions de sociologie et de sciences politiques, on n'en est pas moins géographe pour autant et on peut avoir une reconnaissance pleine et entière, qui a été d'ailleurs, je le dis parce qu'elle n'osera pas le dire, aussi reconnue par des qualifications multiples, par un prix de thèse aussi de l'Université Paris-Est en 2023. Donc là maintenant, elle est docteur et elle est en postdoc depuis peu au sein du groupe JEDI, avec notamment une participation à une enquête, un travail de recherche qui répond à un appel d'offres de la défenseur des droits. Et puis, en parallèle, elle continue sur ces questions de mobilisation, étant donné qu'on a relancé un petit groupe sur ces questions-là, qui en fait va tenter de réfléchir collectivement à partir d'un de ces objets, d'une de ces questions principales, celle qu'elle a vraiment fouillée, c'est-à-dire le rôle des effets de contexte et des trajectoires individuelles et collectives, hein, comment les mobilisations naissent, se développent à la rencontre d'effets de contexte locaux et de trajectoires individuelles. Donc ça donne la possibilité de faire travailler un certain nombre d'autres jeunes docteurs ou doctorantes, hein, ou collègues ailleurs en France. Et puis plus largement, ça participe d'un réseau international en construction avec des collègues du Québec et du Brésil. On espère qu'elle pourra prendre toute sa place dans ce réseau et que ce réseau pourra vivre un certain temps. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long et que ça correspond à peu près à la commande. Merci beaucoup, Fabrice. Félicie, c'est à vous, on vous laisse la parole, hein. Ok, donc pour le PowerPoint, il faut que je partage mon écran, oui, c'est ça. C'est ça. Hop, alors, tac. Donc maintenant, je le mets en grand. C'est C'est bon bon pour comme vous. ça, vous voyez? Oui, parfait. Ok, super.
Je vais commencer aussi par vous remercier donc, pour l'invitation à présenter mes travaux aujourd'hui. Donc, Loïc, Laura aussi pour l'organisation. Et puis, Amandine et Fabrice, du coup, d'avoir accepté de faire la modération et l'introduction. Merci beaucoup. Donc, je vais présenter effectivement mes travaux de thèse aujourd'hui à travers une question qui l'a traversée. Et je suis en train de penser qu'il faut juste que je me mette quand même quelque chose pour le temps. Voilà. À travers une question qui l'a traversée, ce que j'ai appelé là dans le titre le façonnage institutionnel des rapports à l'espace et aux politiques. Donc, pour préciser un petit peu, moi, je vais y revenir là dans l'introduction, mais j'ai montré dans ma thèse comment donc les mobilisations que j'ai étudiées, elles sont façonnées tout d'abord par le contexte social urbain, mais aussi par la spatialisation de l'action de l'État. Et c'est sur ce deuxième point que je vais mettre l'accent aujourd'hui, même si évidemment ce point est inséparable du premier, enfin, et les deux sont imbriqués. Donc, je vais commencer par revenir un peu sur le contexte de recherche. Donc, c'est une thèse comme vous l'avez rappelé, qui a été soutenue il y a bientôt 1 an et qui a porté sur des mobilisations de parents d'élèves en Seine-Saint-Denis. C'est les contestations que j'ai étudiées, elles portent sur des motifs assez différents, puisque elles portent à la fois sur des absences non remplacées d'enseignants du premier degré, des interpellations policières à la sortie d'un lycée, la mutation d'office d'un enseignant, ou encore des violences juvéniles interquartiers. Donc, c'est des motifs variés, mais qui ont pour caractéristique commune de rapporter ces différents griefs donc, à des inégalités territoriales, ou pour être un peu plus précise, un traitement différentiel donc imputé à l'État à l'égard du territoire de Seine-Saint-Denis, dans le secteur éducatif, mais aussi plus largement à l'égard des publics jeunes. Donc les deux grands axes de recherche un peu de départ, qui ont guidé la recherche, c'est une contribution à l'étude de la dimension spatiale des mobilisations, un peu sous tous leurs aspects, donc les conditions sociales d'émergence, les revendications, le répertoire d'action, et donc une interrogation sur, mais c'est évidemment lié au premier point, aux incidences politiques du contexte résidentiel à travers l'étude des pratiques contestataires et des rapports aux institutions publiques. Et donc, effectivement, comme l'a rappelé Fabrice, j'immobilise une approche interdisciplinaire qui met en pratique un dialogue entre géographie, sciences politiques et sociologie. Donc, j'ai mené une enquête selon une approche localisée qui est partie un peu de remontée de réseaux d'interconnaissance qui m'a permis d'accéder à différents cas de contestation, principalement à Saint-Denis et de façon plus secondaire dans des communes alentours. Donc, le matériau empirique combine une cinquantaine d'entretiens à forte composante biographique avec des parents militants et de nombreuses heures d'observation dans diverses situations, des sources documentaires aussi. Et ça, je vais y revenir un peu plus, mais j'ai aussi rencontré des parents donc appartenant à des groupes sociaux très variés. Et donc, j'ai pu développer une démarche comparative, non pas tant entre contextes urbains différents, mais entre différents cas de contestation étudiés et différents groupes sociaux au sein d'un même espace local. Alors, pour revenir un peu plus sur cette démarche, étudier les spatialités des pratiques contestataires, donc c'est-à-dire comment et pourquoi les contestations se déploient dans l'espace, ça m'a amené à suivre en fait deux axes un peu problématiques imbriqués, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais je vais expliquer un peu plus en détail maintenant. C'est donc une attention à la contextualisation locale de ces mobilisations qui se manifestent donc d'une part par les effets du contexte résidentiel sur les contestations, mais d'autre part aussi par les effets sociaux et politiques de ces pratiques dans l'espace local. Donc, c'est ce que disait Fabrice un peu tout à l'heure avec la boucle bouclée. Et donc, les manières dont ces mobilisations sont sous-tendues par la spatialisation de l'action de l'État. Donc, sur le premier point, j'ai cherché à comprendre en fait en quoi les pratiques politiques et institutionnelles des parents d'élèves étaient imputables au contexte social urbain et à un contexte militant local. Donc, c'est-à-dire, en gros, qui sont les individus qui participent, notamment au regard des dynamiques de peuplement, leur mode de présence locale, leur rapport à l'espace et à l'école, leurs modalités et lieux de rencontre, les réseaux locaux, etc. Donc, pour apporter quelques précisions un peu contextuelles, Saint-Denis, c'est une commune populaire au nord de Paris qui est marquée par un front de gentrification localisé dans le centre ancien notamment et par des quartiers d'habitat social où résident essentiellement des classes populaires et des quartiers pavillonnaires un peu plus mixtes. Et c'est donc une commune qui reste à la fois très pauvre, mais qui est aussi caractérisée par des forts contrastes sociaux. Et c'est une commune qui a une histoire politique et militante qui est celle de l'ancienne banlieue rouge. Et donc, en fonction de ce contexte, moi, j'ai regardé qui participait au collectif et j'ai ainsi pu constater qu'il y avait à la fois des classes moyennes à supérieures récemment arrivées ou des classes populaires racisées ayant connu une migration internationale et résidant dans un quartier d'habitat social, avec tout un continuum de positions intermédiaires.
Et donc, j'ai examiné comment ces personnes se rencontrent, forment des collectifs, à partir à la fois d'une offre institutionnelle de participation, conjuguée aussi à leur pratique des lieux quotidiens et leur inscription dans des réseaux de sociabilité et ou des réseaux militants localisés. Puis, en fait, en étudiant les pratiques d'engagement elles-mêmes, donc les revendications et le répertoire d'action, il est apparu que les mobilisations et leur spatialité étudiée s'expliquaient aussi en partie par la spatialisation de l'action de l'État, donc par des logiques institutionnelles à deux niveaux. Donc d'abord au niveau des revendications, c'est-à-dire que j'ai identifié des résonances entre les discours critiques des parents dans leurs revendications et les catégories de l'action publique. Et ensuite, au niveau du répertoire d'action qui est déterminé en partie en fait par la construction des échelles institutionnelles du pouvoir, donc de décision, ce qui oriente aussi les actions des parents et leur structuration scalaire, qui restent toutefois quand même déterminées de l'autre côté par des contraintes organisationnelles, comme je vais le montrer. Et donc, j'interroge en fait finalement, à travers cette démarche, à la fois l'articulation entre les façons donc, dont les acteurs et actrices mobilisés problématisent l'espace dans les revendications et les façons dont les pratiques contestataires se déploient dans l'espace. Donc, c'est deux niveaux un peu différents qui sont articulés, mais qu'on peut donc distinguer quand même d'un point de vue analytique. Voilà. Et donc, en d'autres termes, j'ai cherché en fait à montrer, à travers l'étude de la dimension spatiale de ces mobilisations, que les rapports à l'espace et aux politiques des parents d'élèves sont construits par des expériences résidentielles différenciées selon leur trajectoire sociale, leur socialisation, etc., mais aussi par les façons dont l'État, l'institution, dit et fait l'espace à travers la spatialisation de son fonctionnement. Donc, dans un premier temps, je vais revenir sur l'étude un peu des opérations justement de cadrage. C'est-à-dire comment les militants interprètent les problèmes rencontrés et vers quels interlocuteurs ils s'adressent pour trouver des solutions, pour le dire un peu vite et simplement. Et donc, en examinant les revendications, j'ai distingué en fait 3 registres de critique de l'action spatialement différenciée de l'État. Donc, d'une part, une indignation suscitée par le manque de moyens matériels, c'est-à-dire tout le manque de personnel, quoi, que ce soit des enseignants, des remplaçants, des auxiliaires de vie scolaire, des assistants d'éducation, des CPE, etc. Donc, une question, en fait, qui a déjà été soulevée, hein, finalement, de disparité spatiale de moyens alloués. Ensuite, une critique des comportements arbitraires des agents de l'État à travers la question notamment des interpellations policières à la sortie d'un établissement ou de la mutation d'office d'un enseignant. Donc, des pratiques qui sont jugées arbitraires et violentes de la part des parents et qui sont rapportées à un traitement banlieue. Et enfin, la dénonciation de traitement banlieue, je cite l'expression des parents. Et enfin, donc, la dénonciation de la responsabilité indirecte de l'État dans les violences juvéniles interquartiers, avec l'idée, donc, en gros, que ce serait parce que les jeunes subiraient donc des violences sociales, notamment du fait aussi de leur pauvreté et des conditions d'existence, mais aussi du manque de moyens, par exemple, dans le secteur de la prévention, avec des médiateurs, des éducateurs, etc., tous les problèmes d'exclusion ou de décrochage scolaire, par exemple. Et donc, j'ai examiné, en fait, avec les procédés argumentatifs, en fait, par lesquels l'ensemble des cas de contestation étudiés, par lesquels les parents rattachent finalement leur grief à la cause de l'égalité territoriale. Donc, par exemple, au-delà des moyens supplémentaires qui sont demandés en faveur de la Seine-Saint-Denis, comment, par exemple, une mutation d'office d'un enseignant ou des interpellations policières à la sortie d'un établissement sont rattachées à ce que certains parents militants nomment un traitement banlieue, et donc à la cause de l'égalité territoriale, donc par tout un travail en fait d'argumentation et de politisation des griefs. Et donc en observant, en étudiant donc ces discours de justification, j'ai identifié donc des résonances entre ces revendications et des catégories de l'action publique. Donc tout d'abord, la dénonciation d'une discrimination territoriale fait souvent référence en fait au paradigme de l'égalité républicaine, donc c'est-à-dire à l'homogénéité territoriale de principe des services publics, à savoir que l'État est garant d'un égal accès à une offre d'éducation sur l'ensemble du territoire français. Donc ça, là, j'ai mis un extrait d'entretien qui le montre, comment ces catégories sont reprises dans leurs communiqués, dans les tracts, etc. Cette dénonciation, elle fait aussi écho à la construction politico-médiatique d'un problème des banlieues, puis qui a été reformulée aussi autour de la question des quartiers sensibles, des quartiers prioritaires,
Alors, c'est-à-dire dans les politiques publiques, ça s'est traduit notamment par la construction de catégorisation spatiale, donc des zones ou réseaux d'éducation prioritaire, ou la politique de la ville, donc, où il s'agit d'intervenir sur des quartiers, sur des zones pour lutter contre l'exclusion, l'échec scolaire. Et puis, on peut évidemment évoquer plus particulièrement tout un contexte historique des relations de l'État à la Seine-Saint-Denis, avec tout un ensemble de dispositifs spécifiques dédiés au 93, dispositifs spécifiques qui sont mis en place directement par l'État central. Donc, par exemple, le plan de rattrapage pour la Seine-Saint-Denis, les 9 mesures pour l'école en Seine-Saint-Denis. Donc, tous ces éléments sont aussi repris par les parents. Et puis, cette relation, cette histoire des relations de l'État à la Seine-Saint-Denis, elle s'incarne aussi, en fait, dans l'histoire militante locale qui est celle de la banlieue rouge, à savoir que ces cadres de pensée étatiques dans les mobilisations de parents d'élèves, cette reprise de ces cadres de pensée, il s'explique aussi par une histoire des luttes locales en Seine-Saint-Denis depuis au moins une trentaine d'années, voire plus, où donc les réseaux militants s'approprient aussi ces catégories étatiques pour dénoncer un manque de moyens, un traitement inégalitaire par l'État. Et à titre d'exemple, on peut citer les mobilisations scolaires au début des années, fin des années 90, début des années 2000, le mouvement du 93 qui dénonçait déjà cela. Et puis en 2009, la dénonciation par des élus communistes d'une discrimination territoriale. Donc il y a toute une histoire un peu des luttes locales aussi contre ce qu'on pourrait appeler finalement la production institutionnelle d'une marginalisation urbaine et cette histoire des luttes locales qui elle-même dialogue avec les catégories de l'État. Donc, moi, ce que j'ai identifié, c'est que finalement, l'ensemble de ces éléments constitue un peu un cadre qui contribue à forger des représentations et attentes chez les usagers et habitants, mais ça représente aussi un contexte et des catégories dont se saisissent les parents à des fins stratégiques pour s'adresser aussi dans des motifs recevables par l'État. D'autre part, cette étude des discours de justification permet de montrer aussi que les parents demandent surtout une normalisation du fonctionnement de l'école et plus largement des institutions publiques, comme la police par exemple, en référence à la norme de l'égalité territoriale, plutôt que de remettre en cause l'ordre scolaire ou institutionnel. Et donc, on a un travail, effectivement, un travail de la critique, en fait, qui puise dans un répertoire d'arguments qui préexiste, hein, et donc qui s'appuie, effectivement, sur un certain nombre de règles de référence qui préexistent, qui sont celles de l'institution notamment, mais aussi sur des mots d'ordre militants qui circulent déjà en Seine-Saint-Denis. Par ailleurs, pour mieux comprendre aussi comment ces revendications, elles ont pu être en quelque sorte choisies, portées, appropriées, il faut aussi évidemment rapporter tous ces contenus critiques à celles et ceux qui les portent et qui de fait occupent des positions socialement différenciées. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai aussi fait le choix de décaler le regard dans ma thèse, dans l'analyse, de décaler le regard des revendications publiques pour analyser les différentes formes d'appropriation et de signification conférées à ces discours, ces catégories, et plus largement, quelle perception pouvaient avoir les parents militants de l'école dans la ville, de l'école dans son contexte urbain. Et donc, ce que j'ai observé, c'est que ça pouvait, au niveau individuel, en fait, les discours des parents dans les entretiens traduisent des préoccupations et des intérêts sociaux très différenciés qui se rapportent à des positions et des trajectoires sociales très variées. Et donc, à titre d'exemple, certains parents problématisent la question de la discrimination territoriale. Donc là, j'en ai mis un extrait d'entretien. Problématisent la question de la discrimination territoriale comme, en fait, en termes de discrimination raciale, même si ça n'apparaît pas donc, dans les revendications publiques. Et tandis que d'autres parents peuvent, par exemple, s'inquiéter des effets socialisateurs ou ségrégatifs de la mixité sociale et raciale. Donc, une attention forte aussi à la coexistence des groupes sociaux. Et donc, finalement, ce à quoi j'ai conclu, c'est que ce mot d'ordre de l'égalité territoriale, et notamment la catégorie du territoire, elle est suffisamment en fait floue et consensuelle pour permettre en fait l'alliance de groupes sociaux très différents dans l'espace local face à l'État central. Autour de cette cause, donc, alors même que les parents ne partagent pas les mêmes positions sociales et ne sont donc pas exposés au territoire de la même façon. Et je conclus notamment que la reprise de cette catégorie, elle s'explique en partie par des effets convergents peut-être de la socialisation à l'État, mais surtout aussi par des usages stratégiques de ces catégories pour s'adresser à l'institution dans des motifs recevables. Donc ça, c'est un premier élément, c'est qu'on a toute une reprise un peu des cadres de pensée de l'État sur les manières dont il est supposé gouverner les espaces, et plus particulièrement les espaces populaires et la Seine-Saint-Denis ici.
avec finalement ce que j'ai notamment appelé une forme de rapport de surveillance critique des usagers de l'institution, qui sont aussi là des habitants, donc, à ce que l'État donc, respecte ce de quoi il est en principe garant, et ce qui fonde aussi finalement sa légitimité et son acceptabilité. Donc ça, voilà. Donc ensuite, la question que je vais aborder maintenant, c'est finalement quels effets donc, de ce cadrage sur l'inscription spatiale du répertoire d'action déployé par les militants parents d'élèves. Donc, en gros, on peut distinguer, ça je vais revenir juste très brièvement là-dessus, mais comme dans beaucoup de mobilisations, dans leur répertoire d'action, en fait, pour les parents d'élèves, on distingue à la fois des actions qui sont très institutionnalisées, qui sont en gros toutes les courriers qui vont s'adresser aux administrations, les rendez-vous dans les administrations scolaires, donc, et puis éventuellement l'usage du droit, enfin voilà, donc tout un panel d'actions très institutionnalisées. Et puis de l'autre côté, la deuxième grande catégorie d'actions qu'on a, ça va être un répertoire d'actions plus protestataires qui repose sur des manifestations, des rassemblements, des actions d'occupation, etc., et qui sont nettement plus publicisées. Donc, et généralement, en fait, ces deux types d'actions sont combinés dans les mêmes mobilisations. Mais ce sur quoi je vais insister aujourd'hui, en fait, c'est plutôt les façons dont les actions se déploient dans l'espace à différentes échelles, ce qui témoigne en fait de différentes modalités d'ajustement au fonctionnement pratique de l'institution qui s'inscrit dans l'espace. Donc effectivement, le cadrage des revendications va avoir des incidences donc, sur les échelles des actions engagées pour porter ces revendications. Et à cet égard, je vais commencer par faire des petites précisions un peu conceptuelles qui viennent notamment de la géographie critique anglophone et qui me semblent assez utiles pour aborder cette question. À savoir tout d'abord que dans la géographie des mouvements sociaux, il y a plusieurs auteurs qui distinguent notamment cadrage scalaire de stratégie scalaire. Donc le cadrage scalaire, ça désigne principalement des pratiques discursives qui construisent et problématisent l'enjeu de la mobilisation. Donc ça, c'est un peu ce que je viens d'expliquer un peu en première partie. Et donc, qui problématisent ces enjeux de la mobilisation qui se situent à une ou plusieurs échelles. Tandis que les stratégies scalaires, ça va désigner plutôt les façons dont les militants vont construire différentes échelles d'action, donc à travers les façons dont ils sont organisés et à travers le type d'action retenu en fonction à la fois de l'enjeu et de l'objectif qu'ils ont, enfin, qu'ils se donnent, mais aussi de leurs ressources. Donc, deuxième élément important, c'est que contre l'idée d'échelle qui serait réifiée, figée et qui naturalisée, enfin allant de soi, quoi, il y aurait l'idée que ces échelles sont construites par des pratiques sociales et sont donc le fruit de rapports de pouvoir, ce qui donc induit que non seulement ces échelles, elles sont mouvantes, on parle aussi de rééchelonnement, de saut scalaire, par exemple, et et que par ailleurs, elles sont multiples, d'où la nécessité d'une approche multiscalaire des phénomènes qu'on étudie. Et donc, on va voir effectivement que dans les mobilisations collectives, on a cette coexistence d'échelles qui entre en tension. Donc, tout d'abord, si on examine le cadrage scalaire des mobilisations, on a en première instance, on peut tout d'abord dire que c'est l'échelle nationale qui est visée par les revendications, parce que ce qui ressort des revendications, c'est une gestion centralisée des services publics et la question des moyens attribués par l'État. Mais dans ces revendications, ce qui est présent aussi, c'est finalement le niveau local, parce que dans ces revendications, il y a l'idée de défense d'espaces populaires, et notamment de la Seine-Saint-Denis, qui est un peu construite dans sa spécificité. Et pour ce qui amène en fait, après une fois qu'on a vu l'échelle de ces enjeux, ça amène à une deuxième question qui est comment ça oriente les actions ensuite. Ça oriente notamment les échelles des interlocuteurs et interlocutrices donc pertinents, c'est-à-dire que ça renvoie là à la construction des échelles étatiques et des échelles du pouvoir, c'est-à-dire en gros qui on va voir pour adresser ces revendications. Et donc là, ça amène en fait à se pencher un petit peu sur la structuration scalaire de l'État. Et donc, c'est important là de prendre en compte, par exemple, tous les mouvements à la fois de déconcentration administrative et de décentralisation qui expliquent donc qu'il y ait différentes échelles pertinentes possibles en fonction des compétences attribuées à différentes échelles du pouvoir. Donc, si je prends un exemple concret sur la question des absences non remplacées d'enseignants, en fait, les remplaçants, ils sont attribués par
des inspecteurs de circonscription. Donc, à l'échelle, une circonscription de l'éducation nationale, c'est à l'échelle d'une commune ou plusieurs communes. Mais en fait, la question de savoir combien il y a de remplaçants dans les viviers de remplaçants, ça renvoie à des logiques de recrutement et donc de budget qui sont gérées au niveau de l'État central. Donc là, on voit que, par exemple, pour ce problème-là, il y a déjà différentes échelles possibles. Ensuite, et enfin, dernier point, en fait, il faut aussi distinguer donc, ces échelles de fonctionnement de l'État, voilà, les échelles de décision, les échelles du pouvoir, et les échelles des pratiques des collectifs, qui s'ajustent parfois à ces échelles, mais pas toujours. Voilà. Donc, une fois qu'on a précisé tout ça, comment ça se passe concrètement? Alors, tout d'abord, moi, le premier point, c'est que les mobilisations que j'ai observées, elles se caractérisent par un ancrage local des collectifs, mais avec différentes formes du local. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une échelle locale. Donc, moi, dans les groupes militants que j'ai étudiés, ils se sont formés, par exemple, à l'échelle de l'établissement, ou alors à l'échelle d'un quartier, ou alors à l'échelle d'une ville, ou encore des alliances qui se sont formées au niveau du département. Donc là, ces échelles, elles sont évidemment mouvantes en fonction de la dynamique prise par les contestations. On voit qu'elles peuvent être parfois déterminées par l'institution, par exemple quand c'est l'échelle de l'établissement scolaire, mais aussi sortir des logiques institutionnelles, par exemple quand c'est l'échelle du quartier, puisque là, c'est le quartier au sens de l'espace vécu et non pas de ses limites administratives. Ensuite, quand ces groupes militants, ils déterminent leurs actions et leurs objectifs et qu'ils se donnent des objectifs, en fait, ils vont toujours anticiper en quelque sorte ce qu'ils vont pouvoir obtenir aussi en fonction des ressources qu'ils ont. Et donc, leurs cibles, en quelque sorte, vont être déterminées à la fois par le fonctionnement de l'institution, mais aussi par les contraintes organisationnelles et les ressources militantes et culturelles dont ils disposent. Et donc, pour illustrer ça, je prendrai deux exemples deux exemples de mon terrain. Donc, alors tout d'abord, c'est le mouvement qui s'est déployé contre les absences non remplacées d'enseignants du premier degré, où en fait, on a donc des collectifs qui se sont construits tout d'abord au niveau du quartier ou de la ville. Et en fait, les premières actions de ces collectifs ont d'abord ciblé les premiers interlocuteurs autorisés en quelque sorte à proximité, donc aussi les plus accessibles, puisque justement, ce sont ceux qui doivent, c'est les acteurs de l'institution qui doivent justement opérer en quelque sorte un relais de l'État central à l'échelle locale et qui ont une fonction de médiation. Donc, c'est-à-dire les inspections de circonscription dans le premier degré, qui sont donc les administrations déconcentrées de l'éducation nationale. Et puis après, ils peuvent remonter aussi d'un échelon au-dessus à la direction des services départementaux de l'éducation nationale. Et puis, en fait, en l'absence de réponse satisfaisante selon les collectifs de ces interlocuteurs-là, en fait, ces collectifs se sont progressivement alliés à l'échelle départementale au printemps 2016, jusqu'à former vraiment un mouvement d'ampleur assez importante. Notamment en plus dans ces collectifs, ce qui explique que ça a pris cette ampleur importante, c'est que il y en a notamment un que j'ai étudié qui est les Bonnets d'Âne, qui avait déjà saisi le défenseur des droits pour des discriminations territoriales. C'est un collectif qui est avec beaucoup de personnes de classe supérieure, donc avec beaucoup de capitaux, en particulier surtout beaucoup de capital culturel, et notamment beaucoup de personnes qui travaillent en fait pour l'État, que ce soit des enseignants ou des cadres de la fonction publique territoriale, mais donc qui maîtrisent aussi bien les codes et ce qu'on pourrait presque appeler des savoirs de gouvernement, et qui avaient bénéficié aussi d'une forte couverture médiatique avec toute une théâtralisation de leur répertoire d'action et qui ont pu capter aussi beaucoup de médias. Et donc, ce collectif-là s'est allié avec d'autres collectifs et l'antenne départementale de la FCPE, donc la FCPE 93, et ils ont décidé de, in fine, solliciter l'État central et donc le ministère directement, ce qui est quand même vraiment pas courant pour des mobilisations de parents d'élèves. Voilà. Et donc ça, le fait qu'ils aient réussi à solliciter le ministère et qu'ils ont effectivement obtenu des rendez-vous au ministère, ça peut s'expliquer à la fois par des ressources militantes, donc c'est-à-dire la force du nombre, notamment parce que voilà, par ce jeu d'alliance à l'échelle départementale, le fait qu'il y ait la présence de militants institutionnels, notamment avec la FCPE, une forte médiatisation du mouvement qui faisait donc pression sur l'État. Et puis des ressources culturelles aussi, puisque comme j'ai dit, c'est des parents qui ont quand même beaucoup de capitaux pour s'autoriser à s'adresser aussi au ministère directement.
Et puis, donc, le fait qu'ils aient réalisé finalement un saut scalaire avec des alliances au niveau départemental, finalement, on a aussi en quelque sorte donc une taille du collectif qui grossit et qui légitime aussi de réaliser un saut scalaire au niveau des interlocuteurs visés. Et donc, effectivement, ils ont obtenu ce rendez-vous et puis ils ont obtenu la reconduction d'un concours de recrutement d'enseignants du premier degré spécial Seine-Saint-Denis. Enfin, spécial plutôt Académie de Créteil. Et spécial Seine-Saint-Denis aussi, il me semble. Et deuxième cas de figure, c'est celui du mouvement Sugère, enfin, qui s'appelle Mouvement Sugère, qui est le Sugère, c'est le nom de l'établissement, et qui est notamment autour de donc, la mutation d'un enseignant sur la mutation d'office d'un enseignant, c'est-à-dire que c'est la mutation d'un enseignant sur décision unilatérale du rectorat dans l'intérêt du service, c'est-à-dire par exemple quand il y a conflit ou dysfonctionnement de l'équipe éducative. Donc c'est une décision qui a été jugée assez brutale, en particulier pour un enseignant qui était là depuis une vingtaine d'années dans l'établissement et qui donc a été contestée par tout un collectif d'enseignants, de parents et d'élèves. Et donc, dans les formes prises par ces mobilisations, du point de vue des échelles, en fait, lorsqu'il s'est agi de se mobiliser en particulier sur le cas particulier de l'enseignant, on a notamment des actions qui ont été menées auprès du rectorat qui était responsable de cette décision, donc au niveau académique, et puis auprès du tribunal administratif au niveau départemental avec un recours en justice. Donc là, c'est quand vraiment les actions étaient centrées sur le fait d'invalider la décision du rectorat, donc vraiment sur le cas particulier de l'enseignant. Mais à côté de ces types d'actions, dans la même mobilisation, pour augmenter le rapport de force, ce cas particulier a aussi été construit en fait en emblème d'un traitement banlieue dans les discours des parents. Et ça a justifié en fait que le collectif fasse alliance avec d'autres établissements scolaires et des enseignants et parents dans un mouvement qui avait lieu à ce moment-là, c'était en septembre 2017 dans le 93 et plus largement pour la défense de l'éducation dans les quartiers populaires. Ce qui les a amenés en fait à tous aller manifester devant le ministère. Et ce collectif a même obtenu en fait une audience au ministère, enfin rendez-vous au ministère, bon, qui a finalement été annulé. Mais donc là aussi, on voit un peu les stratégies variables selon le cadrage scalaire, selon les ressources détenues, les formes d'alliance et les ressources militantes détenues, et puis les objectifs de la mobilisation. Voilà, ben donc dans les quelques minutes qui me restent pour conclure, je dirais que ce que j'ai cherché à montrer en fait dans cette communication. Ah oui, non, alors la petite. Avant de conclure, je pourrais juste ajouter juste sur ces questions d'échelle. En fait, ce qui est assez intéressant aussi dans le cas de la Seine-Saint-Denis, à nouveau sur la question de comment ces mobilisations sont influencées aussi par l'action de l'État et la façon et les cadres de pensée de l'État, c'est qu'en fait, la Seine-Saint-Denis a quasiment acquis pour moi une forme de stature nationale en fait puisqu'elle est tellement ciblée dans le viseur des ministères, etc., et ciblée par tout un tas de dispositifs qui sont menés au niveau national, et ben en fait pour moi ça a quasiment acquis une stature nationale, ce qui peut-être facilite aussi le fait que les parents d'élèves s'adressent au niveau de l'État pour ce qui concerne la Seine-Saint-Denis, en reprenant en fait donc la catégorie de la Seine-Saint-Denis qui est devenue aussi au-delà de la dénomination départementale, vraiment une catégorie politique. Voilà. Et donc, pour conclure, ce que j'ai cherché à montrer, c'est un peu comment les pratiques militantes et leur déploiement dans l'espace sont façonnées donc aussi par l'État et pas uniquement donc, par le contexte local. En revanche, ça ne suffit pas, évidemment, la question de l'État ne suffit pas à expliquer ces pratiques, puisque ces cadres symboliques et pratiques de l'État sont appropriés, retravaillés par des militants en fonction de leurs ressources, de leur position et de leur trajectoire, et donc aussi de leur socialisation par d'autres instances que l'État. Donc l'idée, c'est évidemment pas de penser que l'État pourrait avoir une socialisation qui serait uniforme, unique sur les individus, ni mécanique, mais qu'on a plutôt un façonnage institutionnel qui rencontre aussi des individus et des groupes qui disposent de ressources inégales et des individus qui ont des dispositions, des socialisations à la fois résidentielles, politiques, scolaires, différenciées et constituées par des interactions qui varient évidemment selon donc les positions et trajectoires sociales. Et voilà, j'ai fini. Très bien. Écoutez, merci beaucoup de cet exposé mené tambour battant, mais pour autant extrêmement clair. On a bien compris comment le positionnement socio-géographique dont parlait tout à l'heure Fabrice Ripoll se conduisait ici. Donc, si vous pouvez peut-être arrêter votre partage d'écran pour que ce soit Ah plus oui, bien sûr. synthétique au Ouais. niveau de
de la modération. Et donc, je vais donner la parole tout de suite à Amandine Chapuis, que je remercie beaucoup d'avoir accepté de modérer votre présentation et qui connaît bien aussi ces terrains, hein, de la Seine-Saint-Denis, Aubervilliers et puis le nord de Paris, autour de Belleville, pour y avoir conduit pas mal de travaux, notamment en relation avec les femmes. Amandine, si tu veux bien. Oui, ben, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très contente. Alors, moi, en fait, vous m'entendez bien? Ouais. Oui. Je suis géographe et au laboratoire Analyse comparée des pouvoirs. Et je suis aussi, en fait, formatrice à l'INSPE de Créteil, donc dans la formation des enseignants. D'où le fait que je m'intéresse beaucoup aux questions liées au champ éducatif. Félicie, je la connais depuis longtemps, hein, depuis son master. Donc, je suis vraiment contente. J'ai suivi tout son travail et c'est un travail que je trouve vraiment extrêmement passionnant. Donc, je suis très contente de t'entendre encore une fois, Félicie, et puis de pouvoir partager avec toi des remarques voilà, aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a plein de choses qui me viennent, mais j'essaierai d'être aussi synthétique que possible pour laisser quelques minutes aussi de questions à d'autres personnes. Je trouve, il y a plein de choses qui m'ont intéressée, en particulier dans ce que tu as dit aujourd'hui, et j'essaie de m'en tenir là et de pas trop élargir à tout ce que je peux savoir par ailleurs de ton travail. Euh, euh, je trouve que moi, d'abord, il y a une question que je me pose aussi en travaillant au quotidien, alors non seulement dans mon travail de formation des enseignants, mais aussi en tant que parent d'élèves moi-même, etc. Il y a une question que je me pose très concrète, c'est la question de la manière dont, puisque ça t'a intéressé en fait d'essayer de croiser les logiques et les logiques institutionnelles de l'État avec les logiques scalaires des mobilisations. Je me demande comment est-ce que les mobilisés eux-mêmes et elles-mêmes en viennent à comprendre l'État, ses acteurs, ses logiques, ses échelles, en fait. Alors, bien sûr, parce que on s'en doute pour certains, c'est-à-dire que pour certains, oui, tu as bien montré que leur propriété sociale leur fournissent une forme de connivence avec le fonctionnement de l'État et notamment de l'éducation nationale, qui, bon, du coup, ça semble assez logique, mais peut-être c'est pas le cas pour tous, c'est-à-dire qu'il y avait une diversité des acteurs avec lesquels tu t'étais entretenu. Peut-être, voilà, j'enchaîne un petit peu comme ça, tu pourras répondre de la manière dont tu veux en croisant. Il y a sans doute des choses dont toi, tu verras qu'elles se rejoignent. Euh, donc ça, c'est un premier élément qui m'intéresse et qui rejoint peut-être voilà, la question de la socialisation politique dans le cadre de la lutte. C'est-à-dire peut-être il y avait des parents qui étaient déjà très socialisés et très habitués à se mobiliser, puis peut-être il y en a d'autres pas du tout. Et comment ça s'opère en fait ces questions-là. Euh, Il y a un autre élément qui m'intéresse beaucoup. Enfin, t'as parlé de deux notions qui sont un peu centrales et un peu historiques en géographie. D'une part le territoire et puis d'autre part l'échelle, et puis qui ont des statuts complètement différents dans notre discipline, mais aussi dans ta pensée, je pense. Euh, et en fait, ça m'intéressait cette réflexion que tu as sur la notion de territoire. Bon, tu me dis, ma formulation est peut-être pas, rend sans doute pas exactement compte de ce que tu penses, mais j'ai l'impression que ce territoire, il, il devient comme une sorte de notion presque vernaculaire à la disposition des acteurs locaux, en fait, qui se mobilisent pour, comme support de lutte, en fait. Je me demande, et ça me fait pour moi-même sur les mobilisations féministes en Seine-Saint-Denis, et ça rejoint aussi le sentiment dans une mobilisation féministe à Aubervilliers, que le fait de se concentrer sur les questions locales liées à la lutte et donc de renvoyer de manière quasi systématique en fait à ce qui se passe localement, donc du point de vue de l'échelle, mais aussi en constituant ce local en une sorte de territoire spécifique en fait. Enfin, est-ce que c'est pas une manière, bon, c'est sans doute une force en fait, un point d'appui important pour les collectifs, mais est-ce que c'est pas aussi une manière de réussir à construire le consensus et plutôt à le pérenniser? À un moment donné, tu as parlé de ces
de ce consensus et comment il se construit. Est-ce que c'est pas une manière de pérenniser ce consensus? Parce qu'à partir du moment où on change d'échelle et où on va dans des formes de revendications peut-être plus générales qui ont attrait à des thématiques que les personnes ressentent comme davantage politisées ou marquées sur le champ de la politique politicienne, est-ce qu'on ne court pas le risque du coup de diluer un peu les mobilisations locales, en fait, la capacité à se mobiliser, à faire consensus et à garder les collectifs entiers? Donc du coup, tu vois quel est le lien? Enfin, ce que tu disais m'a fait penser à ça par rapport à d'autres types de mobilisation. Et également, alors, et puis je m'en tiendrai là parce que le temps passe, mais également, ça renvoie aussi à cette question du caractère. Alors, à toi de le dire, tu en as parlé un peu en conclu, mais emblématique, ou je ne sais pas, hein, à toi de dire emblématique ou exemplaire ou au contraire exceptionnel de la Seine-Saint-Denis du 93. Euh, Est-ce que la spécificité de ce qui s'y passe, elle est liée à une spécificité des dynamiques spatiales locales ou de la constitution de la ville, quoi? Ou bien est-ce que c'est lié à ce qui projette l'action publique, ou bien est-ce que c'est lié à la socialisation politique des parents dans le cadre de la lutte, puisque tu dis cette capacité à interpeller directement l'État central, en fait? Et est-ce que depuis la fin de ta thèse, tu as regardé un peu dans d'autres territoires comment s'opèrent ces mobilisations de parents? Est-ce qu'elles existent et est-ce que, par exemple, tu as essayé d'interroger ou même de regarder, même de loin, hein, la manière dont les gens se mobilisent dans de tout autre contexte, comme par exemple les mobilisations contre les fermetures de classes ou d'écoles en zone rurale, etc. Et est-ce que tu as réfléchi à ça et qu'est-ce que tu peux en dire avec l'expertise que tu as sur ces questions? Je pense que tu n'auras pas le temps, donc du coup, je ne te parle pas de comment ça se passe avec les profs. On est toujours sur la même longueur d'onde, ou est-ce que, par exemple, justement, en Seine-Saint-Denis, il ne peut pas y avoir parfois des tensions locales qui peuvent être liées aussi aux relations que les profs peuvent entretenir parfois avec les élèves, et du coup, est-ce qu'il n'y a pas certaines tensions raciales dans les relations prof-élève aussi qui peuvent émerger et qui peuvent venir fragiliser aussi l'engagement de certains parents en faveur de l'institution scolaire. Bon, voilà, donc je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler, mais je laisse ça ouvert pour d'autres discussions qu'on ne manquera pas d'avoir. Voilà, c'était un peu rapide aussi, mené aussi à tambour battant, mais c'est pour essayer de tenir le timing. Merci beaucoup en tout cas. Félicie, si vous pouvez commencer à répondre, puis j'en profite pour dire à l'ensemble de l'assistance que si vous voulez poser vos questions, peut-être utiliser en fait les réactions pour qu'on puisse ensuite distribuer le temps de parole assez rapidement. Ok. Alors, sur les premières questions, oui, comment ils comprennent les logiques, les échelles? Oui, bah, effectivement, il y avait donc des parents qui sont socialisés très différemment. Donc, bon, pour le dire un peu de façon schématique et rapide, on avait donc d'une part des parents qui étaient déjà très aguerris au militantisme, mais y compris le militantisme de parents d'élèves et le militantisme scolaire. Alors, des parents notamment qui sont eux-mêmes enseignants, donc qui de ce point de vue-là, effectivement, ont une bonne connaissance de l'institution scolaire et peuvent être eux-mêmes d'ailleurs syndiqués et tout ça. Enfin bref, donc du coup, là, on voit bien la continuité. D'autres parents qui sont qui, comme je l'ai dit un peu, qui peuvent bosser dans la fonction publique territoriale, etc. Donc, qui quand même connaissent, même si ce n'est pas la même fonction publique, connaissent bien le fonctionnement de l'État. Et après, on peut dire qu'il y avait un autre type de parents qui disent qui avaient déjà milité, qui avaient quand même un certain nombre de capitaux, mais qui disent bien, en revanche, on a dû se confronter effectivement à l'administration scolaire. Au début, on ne comprend rien. Il y a effectivement il y a plein de sigles. Il y a la question notamment toute cette question de à qui on s'adresse, quoi. Ce que j'ai dit notamment pour les remplacements, etc., c'était de dire, bah oui, en fait, on s'adresse aux inspecteurs, mais finalement, ça ne sert à rien parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, etc. Bon, bref. Donc, du coup, il y a effectivement toute une socialisation aussi au cours de l'action enfin, voilà, en train de se faire et tout un apprentissage. Et c'est assez intéressant parce que je me souviens notamment d'une personne
qui est plutôt de classe supérieure, donc avec fort capital culturel, mais qui expliquait comment elle avait dû apprendre. Et elle disait, bah, au début, j'étais une novice dans ces mobilisations. Là, maintenant, ça y est, voilà, j'ai acquis du galon. Et c'est elle qui se chargeait de transmettre à d'autres parents comment ça marche en quelque sorte, quoi. Donc, y compris pour les parents qui ont des capitaux, il y a aussi un apprentissage. Et puis après, il y a ceux qui ont moins de ressources culturelles. Et donc, bah, dans ces cas-là, notamment, ils s'adressent peut-être davantage aux, aux interlocuteurs de proximité, avec qui ils sont plus en lien direct, sans forcément se soucier de la question des compétences, mais aux interlocuteurs avec qui ils sont directement en lien. Et notamment, bah, donc, beaucoup les inspections de circonscription et ils sont beaucoup en lien avec les enseignants et les directions d'école. Et après, ceci étant dit, il y a quand même toute une socialisation aussi qui se fait quand même entre collectifs de militants assez aguerris et de collectifs de ceux qui sont moins militants et qui peuvent être de classe populaire. Et donc, il y a quand même des logiques de transmission aussi qui se font. Et puis, non seulement des logiques de transmission, mais il y a aussi une division du travail, quoi. Aussi entre ceux qui écrivent les courriers, s'adressent aux institutions, vont dans les rendez-vous, etc., qui font que c'est moins ceux des classes populaires qui y vont, ou alors ils sont toujours accompagnés par ceux qui sont plus aguerris. Donc, il y a un peu cet aspect-là aussi. Voilà, j'essaye de. Je ne sais pas s'il y a des questions, auquel cas. Oui, oui, il y en a d'autres visiblement, donc je vais laisser la parole à Voilà, Amel. je suis désolée. Du coup, je réponds moins sur les autres. On en parlera à Amandine, mais comme ça, c'est. Voilà. Ok. Amel, si vous voulez poser votre question, vous êtes étudiante en Master 2 en histoire. Oui, c'est ça. J'espère qu'on m'entend. Oui. Oui. Moi, ça m'a beaucoup intéressé toute cette conférence et puis même le sujet. J'ai deux questions. Une qui est assez simple. J'aimerais savoir en fait comment les entretiens, enfin les demandes d'entretien ont été reçues. Est-ce qu'il y avait une différence entre ceux qui ont justement un capital culturel un peu plus important? Et la deuxième question que j'ai, peut-être que j'ai un peu, j'ai pas trop écouté à un moment, mais est-ce qu'il y avait une différence entre certains endroits du 93? Est-ce qu'on peut voir une différence ou pas? Voilà. Alors, pour répondre sur les demandes d'entretien, dans l'ensemble, je dirais, il n'y a pas spécialement eu de différence entre. Moi, j'ai pas eu l'impression, en tout cas, qu'il y ait eu de différence entre des personnes qui ont des capitaux culturels élevés et ceux qui en ont moins, enfin, dans la classe populaire, classe moyenne. Globalement, c'était assez bien reçu parce qu'en fait, je m'intéresse à des gens qui se mobilisent et je m'intéresse à leur cause et tout ça. Donc, c'est plutôt. Enfin, puis j'avais quand même une sympathie, moi, pour la cause. Donc, globalement, c'était assez bien reçu. Après, par contre, comme dans n'importe quelle enquête, il y a quand même des personnes qui étaient gênées, je pense, qu'on réalise un entretien avec elles. Mais ça, c'était assez partagé, que ce soit côté classe moyenne comme classe populaire. Je n'ai pas vu de distinction là-dessus. Et ceux avec qui j'ai passé le plus de temps, c'était plutôt des classes populaires, d'ailleurs, et pas des classes moyennes. Et ensuite, sur les différences entre certains endroits, moi, en fait, j'ai enquêté que à Saint-Denis, enfin, principalement à Saint-Denis. Donc, la question de la Seine-Saint-Denis, moi, c'était surtout un label que reprennent les parents, mais je n'ai pas du tout de prétention à avoir couvert la Seine-Saint-Denis sur la question des mobilisations. Donc, ce serait une question assez intéressante de, effectivement, savoir si à Drancy, on se mobilise pareil qu'à Saint-Denis ou tout ça, je suis tout à fait d'accord. Alors, j'avais quand même un terrain à Blanc-Ménil, donc effectivement, mais c'était un petit terrain. Et j'ai quand même vu des différences, notamment du, du fait qu'il y a, je pense, un peu moins de, il y a moins, enfin, il y a beaucoup moins de gentrification, et si ce n'est pas à Blanc-Ménil. Et du coup, il y avait les parents de classe moyenne et supérieure de fractions intellectuelles qui venaient d'arriver, se sentaient beaucoup plus isolés et avaient du mal à construire des collectifs, à la différence de Saint-Denis, où il y a un front de gentrification localisé et les gens se sont beaucoup plus rencontrés facilement dans le centre-ville à travers en fait leurs pratiques culturelles, la sortie des écoles aussi, bien sûr, mais c'était prolongé aussi dans les lieux qu'ils fréquentaient, comme le théâtre, le squat d'artistes, etc., etc. Donc, du coup, ça, par exemple, à Blanc-Ménil, ils n'avaient pas ça. Et donc, les quelques parents de classe moyenne sup que j'ai rencontrés, ils avaient du mal à former un collectif et disaient, mais ils sont où les gens comme nous, presque, quoi. C'était un peu ça, quoi. Et par ailleurs, les réseaux militants ont été assez déstructurés. En fait, les réseaux militants communistes à Blanc-Ménil
hégémonique du fait du passage de la droite au pouvoir, qui a notamment ça a impliqué par exemple des mesures un peu symboliques comme la suppression de la bourse du travail, enfin ce genre de choses. Et en fait, il y a eu un délitement des réseaux un peu militants communistes, notamment par le fait de renouveler comment dire, les personnels des centres sociaux, tout plein de choses comme ça, mais qui jouent beaucoup en fait sur la constitution des réseaux. Et donc, en fait, les parents, ils avaient du mal à savoir où étaient les militants en fait dans la ville, quoi. Où est-ce qu'on les trouvait, où est-ce que voilà. Donc, du coup, ça, par exemple, c'est des différences de contexte que j'ai un peu pu observer. Et après, j'ai pu observer des différences infracommunales, plutôt au niveau de Saint-Denis, bah, par exemple, entre le centre-ville, où il y a un front de gentrification localisé, et le quartier d'habitat social périphérique, où j'ai fait vraiment une enquête assez ethnographique, qui est majoritairement composé de classes populaires. Il y a beaucoup moins d'équipements et ils sont assez enclavés. Donc, évidemment, là aussi, c'est des logiques de mobilisation un peu différentes. Voilà. Moi, j'avais deux questions, en fait. Ouais. L'une sur la référence que vous avez faite au début de l'exposé avec la banlieue rouge. Et effectivement, en fait, la banlieue rouge, hein, qui se constitue au début des années 1920, donc il y a exactement une centaine d'années, en fait, très tôt, elle a des revendications sur l'équipement scolaire, l'équipement périscolaire, sur le socio-éducatif. Donc ça, c'est très présent. Il me semble peut-être, mais je me trompe, hein, peut-être qu'il y a une différence, c'est que les élus communistes ne remettent pas en cause l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de critique par rapport à l'État, il y a une demande d'équipement, mais il n'y a pas forcément volonté de rentrer dans la manière dont l'éducation nationale se fait. Donc, je voulais savoir si c'était quelque chose de relativement récent, selon vous ou pas. Et puis, en liaison avec cette question-là, j'ai une question sur ce qu'on appelle la convergence des luttes. Donc, dans les années 70, autour de la CFDT, par exemple, il y a volonté en fait de faire converger des luttes, hein, des luttes féministes, des luttes éducatives, des luttes autour des transports urbains, avec les luttes proprement syndicales. Donc cet héritage-là, il est peut-être plutôt passé aujourd'hui autour des syndicats sud. Est-ce que cette convergence des luttes, ça fait partie de votre travail de thèse, ou est-ce que vous êtes resté centré sur l'objet scolaire? Merci pour ces questions. Donc, pour la première, sur la banlieue rouge, alors en fait, mais du coup, je ne l'ai peut-être pas très bien expliqué aujourd'hui, c'était qu'il n'y a pas de. Ce que j'ai un peu expliqué à un moment donné, c'est qu'en fait, les parents, ils demandent beaucoup, surtout une normalisation du fonctionnement de l'école, mais donc, du coup, il n'y a pas tellement de remise en cause de l'ordre scolaire ou tout ça, en fait, hein. Donc, là-dessus, ça converge assez avec les revendications des élus communistes, qui d'ailleurs étaient assez présents, en fait. C'est-à-dire que si, c'est vrai que je l'ai peut-être esquissé rapidement, mais si on revient tout le temps sur ce motif d'égalité territoriale, c'est en grande partie aussi par le rôle des élus dans les mobilisations et de soutien des élus dans les mobilisations. Donc ça, je l'ai pas mal développé dans ma thèse. C'est pour ça qu'il y a une vraie importance du contexte militant, politique, local et de cette histoire-là. Euh, et il y a un vrai rôle des élus communistes là-dessus. Et en fait, même quand ils critiquent, par exemple, les comportements arbitraires des agents de l'institution, on pourrait penser que ça critique l'institution. Mais en fait, pas tellement. Ils critiquent juste une forme de déviance par rapport aux règles habituelles de l'institution, quoi. Donc, c'est vraiment, on n'est pas du tout sur une logique, voilà. Et sur la convergence des luttes, en fait, moi, c'est vrai que je me suis quand même vraiment plus centrée sur les luttes scolaires. Après, j'ai quand même suivi les collectifs. Donc, quand ils faisaient alliance avec d'autres, j'ai regardé, mais moi, j'ai pas observé, enfin, au moment de mon terrain, il y a pas eu de convergence avec des luttes dans d'autres secteurs, par exemple. Moi, c'était vraiment au moment de mon terrain, c'était essentiellement autour de l'éducation. Il y a juste eu un petit moment où, quand même, le collectif des bonnets d'âne, au début, ils ont quand même fait quelques actions. Notamment, ils avaient participé à un carnaval contre les expulsions ou quelque chose comme ça, et qui était en fait beaucoup des luttes en fait sur la question des droits autour de l'accès au logement en fait. Et en fait, eux, ils avaient justifié de faire alliance avec eux parce que sur la question des équipements et de tout ça, mais en disant finalement, nous, c'est quand les enfants, ils ont pas de remplaçants, ils sont comme un peu exclus de l'école. Enfin bon, il y avait eu du coup une petite pirouette comme ça. Et donc, eux, ils ont fait un peu des alliances à l'échelle locale quand même, les bonnets d'âne. Et puis, au moment de Nuit debout, ils avaient un petit peu participé aussi. Par exemple, il y a eu ce genre de choses. Mais sinon, dans les mobilisations que j'ai observées, c'était essentiellement des mobilisations
autour de l'éducation, mais par contre, ils ont fait alliance effectivement avec des syndicats enseignants comme Sud, qui étaient très présents à Saint-Denis, par exemple, ou ce genre de choses. D'accord. Et d'une certaine manière, en fait, le travail que vous êtes en train de conduire avec le groupe Jedi, autour notamment de ce projet défendu par les défenseurs des droits sur les indésirables et la gestion des indésirables dans le cadre des méga événements et donc des Jeux Olympiques de 2024, pourrait peut-être justement vous permettre aussi de voir en fait si vous retrouvez des acteurs que vous avez déjà croisés Oui, par le biais de votre ouais, test. ouais. C'est vraiment tout à fait intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut encore prendre une ou deux questions rapides. Non? S'il n'y a pas, je me permets juste une toute petite incise. C'est presque un paradoxe, ça renvoie à ce que disait Amandine tout à l'heure. C'est-à-dire que justement, on aurait pu imaginer que la convergence des luttes ou de certaines luttes aurait été favorisée par un slogan commun, une revendication commune du traitement banlieue, de l'inégalité ou de la Mm. discrimination territoriale. Et en fait, ce que tu dis, c'est que tu n'as pas trop observé ça. Enfin, oui et non, c'est-à-dire, oui, c'est vrai qu'effectivement, quand même, mais à chaque fois, c'était pas forcément le seul moment où il y a eu un peu cet aspect-là, c'était aussi. Mais il y a même pas, enfin, il y a même pas eu vraiment une convergence des luttes à ce moment-là non plus. On peut pas parler de ça non plus. Mais le seul moment où quand même moi j'étais là, c'était pas exactement sur l'éducation précisément. C'était quand j'ai étudié les violences interquartiers, les mobilisations contre les violences interquartiers. Et là, effectivement, bah, il y a eu une mobilisation en grande partie initiée d'ailleurs par effectivement les élus communistes devant la préfecture de police qui demandait plus de plus de policiers au nom de l'égalité territoriale. Et donc, voilà. Mais à chaque fois, c'était assez dans des. Je vois ce que voulait dire Loïc sur la convergence autour de l'égalité et ce que tu dis, Fabrice, mais j'ai pas eu, enfin, pas sur le temps de mon terrain. Après, je pense que ça a lieu, mais c'est pas sur le temps de mon terrain spécialement. Mais de la même façon que le mouvement du 93, c'était très spécifique éducation début des années 2000, quoi. Il n'y avait pas eu vraiment à ce moment-là. En revanche, ce qui est certain, c'est que c'est un mot d'ordre qui circule entre différentes luttes. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des mobilisations des fois autour de l'hôpital en parallèle et ils vont avoir le même type de revendications. Donc, il y a quand même un effet de circulation et parce qu'il y a des personnes aussi qui sont multipositionnées dans ces mobilisations. Donc, nécessairement, il y a circulation. Mais Ok. Bon, on arrive au terme de ce déjeuner jeunes chercheurs. En réponse à la question que Reinhard Gressel a mis dans le chat, j'avais mis en fait un lien vers une des pages personnelles de Félicie, donc qui renvoie en fait au Laburba. On a quand même pas mal de choses, hein, et notamment sur les articles déjà parus. Et puis, donc, comme Félicie est toujours dans le cénacle finalement du LABEX et du groupe Jedi, il n'y a aucun souci, je pense, pour pouvoir la contacter. oui, Donc, oui, oui, bien sûr. j'en profite pour vraiment vous remercier, Félicie, d'avoir fait l'effort de cette présentation. Merci à Fabrice Ripoll et puis à Amandine Chapuis d'avoir accepté de participer à ce déjeuner. Donc, le prochain aura lieu le 18 décembre prochain. Et donc, on passera de la géographie à l'histoire, puisque ce sera en fait un déjeuner proposé par le groupe Usage de l'Histoire et Devenir urbain. Et on entendra donc Thierry Guillopé, qui vient de soutenir son doctorat en juin 2023 et qui nous présentera ses travaux sur le logement social en Algérie coloniale. Voilà, un travail qui est Ok. tout à fait stimulant. Merci à tous et à toutes, et puis bon après-midi et à bientôt. Au revoir, Merci. merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, bon courage à tout le monde. Merci.